Bonsoir à toutes et tous. Donc, je vous propose donc de commencer cette réunion. Je m'appelle Olivia Varion, donc je co-animerai ce soir cette réunion aux côtés de Étienne Balland, délégué régional de la CNDP en Provence Alpes-Côte d'Azur. Euh, les objectifs de ce webinaire participatif, est-ce que tu peux la slide suivante, s'il te plaît? Ah, merci beaucoup. Donc, merci. Les objectifs de ce webinaire participatif, c'est tout d'abord donc d'approfondir une thématique spécifique, donc propre à ce débat public sur la mer en débat. Pourquoi et jusqu'où développer l'éolien en mer en Méditerranée, tout en prenant connaissance du regard de certains intervenants et intervenantes qui vont participer et partager leur présentation au cours de cette réunion. Et enfin, de vous permettre de vous exprimer tant à l'oral qu'à l'écrit, et donc en plénière et à la fois en sous-groupe. Quelques règles du jeu avant de démarrer vraiment cette réunion. Euh, donc c'est comme une réunion publique, hein, c'est comme une réunion classique en Zoom. On vous demandera de faire preuve d'écoute et de bienveillance et de respectuer la parole de chacun et chacune, notamment des intervenants, de l'équipe d'animation, des participants et des participantes, qu'il s'agisse à l'oral comme dans le chat textuel. Comme je l'ai dit, donc, l'objectif de cette rencontre, c'est vraiment que vous puissiez poser vos questions, partager votre avis, émettre des recommandations sur la thématique portée aujourd'hui. Et pour cela, vous le voyez, nous sommes une centaine. Nous allons vous demander d'être concis et de respecter le temps de parole. Donc, s'il vous plaît, de ne pas dépasser 2 minutes lors des temps d'échange, notamment en sous-groupe. Enfin, par souci de transparence et de traçabilité des échanges, je l'ai dit tout à l'heure, la réunion est enregistrée et l'enregistrement pardon, sera mis en ligne sur le site du débat. La restitution des travaux en sous-groupe sera partagée également et l'ensemble des questions et des recommandations, des avis qui sont exprimés sur le chat seront versés également au débat. Avant de démarrer, nous avons un programme assez chargé ce soir. Nous y sommes l'accueil d'introduction de cette séquence. Nous allons présenter les modalités du débat public. Nous aurons ensuite une présentation de la maîtrise d'ouvrage, ainsi qu'une prise de parole d'intervenants et intervenantes. Puis, nous aurons des discussions en sous-groupe d'une trentaine de minutes. C'est pas exactement ce qui a été écrit sur la slide, mais c'est ça, ainsi qu'une restitution des échanges en plénière. Enfin, on vous partagera une petite question d'ordre prospectif. Et nous irons jusqu'à la fin de cette réunion. Avant de démarrer, avant de démarrer la Deux, rencontre, entre deux, tu me laisseras regarder ce que je voulais. voilà, n'hésitez pas à couper votre micro. Merci beaucoup. Avant de démarrer cette rencontre, je vais inviter ma collègue de la régie à vous partager un petit sondage pour faire connaissance. Voilà, donc ça va pas prendre ça va prendre quelques instants. Voilà. Nous souhaitons savoir qui est là ce soir, qui participe en tant que citoyenne, élue, agent du secteur public, membre d'une association environnementale. Est-ce que vous êtes professionnel de la pêche, professionnel du secteur énergétique, scientifique ou universitaire? Ou si vous ne répondez pas à ces catégories, vous pouvez le préciser dans le chat. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Et voilà, merci pour le partage des résultats. Vous êtes nombreux en tant que citoyens et citoyennes. Nous avons aussi quelques agents du secteur public, un certain nombre de professionnels du secteur énergétique, également des membres scientifiques ou universitaires, quelques professionnels de la pêche, quelques élus également. Donc on est c'est assez équilibré. Je propose à la régie de lancer le deuxième sondage. Alors, cette fois-ci, nous souhaiterions savoir où est-ce que vous habitez. Est-ce que c'est en Corse? Est-ce que c'est en région PACA, en région Occitanie, ou est-ce que c'est ailleurs? Et dans ce cas-là, vous pouvez évidemment le préciser dans le chat. Merci. Donc,
C'est assez équilibré, hein, donc vous venez à la fois de la région PACA et région Occitanie. Et puis, alors ailleurs, je n'ai pas encore regardé, mais effectivement, non, je ne vois pas de message. Bon, c'est pas, effectivement, ce n'est pas précisé, mais en tout cas, on a un petit peu de participants qui viennent de Corse, mais en tout cas, c'est assez équilibré au niveau de la région PACA et la région Occitanie. Merci. Est-ce que la régie peut lancer le troisième sondage? C'est une dernière petite question. Est-ce que vous habitez près du littoral? Ah, c'est intéressant. Ça se rééquilibre un petit peu. Donc, majoritairement, oui, à 69%. Très bien. Merci beaucoup. Et je vais maintenant laisser la parole. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à Étienne Balland, délégué régional de la CNDP en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci beaucoup, Olivia. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci beaucoup d'être présent pour ce webinaire consacré au développement de l'éolien sur la façade Méditerranée. Je vais vous présenter, si on peut tout de suite passer à la première diapo, je vais vous présenter en deux mots qu'est-ce que c'est que ce débat public qui s'appelle donc la mer en débat, qui a commencé en novembre dernier et qui se terminera le 26 avril, et quelle est finalement un peu la place de notre réunion de ce soir dans ce débat public. La CNDP, pour ceux qui ne la connaissent pas, en deux mots, c'est l'institution neutre et indépendante qui est là pour mettre en discussion les projets ayant un impact sur l'environnement, les projets, les plans ou les programmes. C'est au titre de l'article 7 de la Charte de l'environnement de la Constitution française, dont vous avez le texte en bas de la diapo. Et nous intervenons donc pour donner la parole au public en amont des décisions. En l'occurrence, nous sommes ici, bon, la diapo suivante s'il vous plaît, nous sommes ici dans un débat sur la planification maritime à l'échelle de la France métropolitaine, qui se répartit en quatre façades. Et ce débat, qui s'appelle donc la mer en débat, il est préalable à l'adoption, la première révision de ce qu'on appelle le document stratégique de façade. Ce sera un peu plus tard évoqué par les services de l'État, mais je voulais le dire en quelques mots. Pour la période 2024 à 2030, eh bien, l'État va prendre des décisions stratégiques, des décisions structurelles et structurantes à la fois pour les activités maritimes en mer, mais aussi pour l'évolution des activités sur le littoral et sur l'aménagement du littoral. Ce sont des choix extrêmement importants, des choix stratégiques à l'horizon de 2030, mais qui sont évidemment aussi inspirés de visions à l'horizon plus lointain, notamment 2050. Donc, quatre débats se déroulent en même temps sur les quatre façades et nous sommes réunis ce soir dans le cadre du débat sur la façade Méditerranée. Et nous sommes ravis de pouvoir vous rassembler ce soir sur une thématique très importante qui est une activité parmi d'autres en mer, qui est l'éolien en mer. On va passer à la diapo suivante. Voici un peu les différents moyens de contribuer et de participer à ce débat public. Alors, il y a beaucoup de choses se font en ligne, donc je vous incite vraiment à aller voir la plateforme participative ou alors l'outil Faites l'expérience qui vous permet en quelques minutes de vous confronter aux arguments sur le bon état écologique de la mer et l'articulation entre les différentes activités en mer et sur le littoral. Vous avez une plateforme participative, la possibilité également d'éditer un cahier d'acteurs si vous êtes une personne ou une organisation et que vous voulez développer un propos un peu plus long. Vous avez un format que nous vous offrons pour que vos propos et vos arguments soient diffusés le plus largement possible. Il y a évidemment un travail cartographique, puisque ce document stratégique de façade s'incarne dans des logiques de cartes et de cartes de vocation et de cartes permettant ou autorisant ou favorisant un certain nombre d'activités selon les différents secteurs. Et enfin, tous les 15 jours, les mardis soirs, des webinaires dédiés aux différentes thématiques du débat qui se déroulent donc en ligne à l'échelle des quatre façades. On va terminer, je crois, avec une dernière diapo sur l'éolien plus proprement dit. Euh, Nous avons déjà eu en fait un premier échange, des premiers échanges sur l'éolien, un peu localisés, l'un à Marseille dans le cadre des questions de transition énergétique de la métropole, un autre avec une visite en bateau à Fos-sur-Mer en compagnie notamment de l'ancienne ministre de l'Énergie, Madame Pannier Runacher. Nous aurons bientôt une visite de Port-la-Nouvelle. Et puis, bien entendu, des réunions avec les acteurs de la mer, notamment dans le cadre des parlements de la mer en Occitanie, en région sud.
Le webinaire de ce soir est pour nous extrêmement important. C'est vraiment le moment un peu général où tout le monde, parce que c'est un webinaire, peut se connecter à distance, que vous habitiez en Corse, en Occitanie ou en région PACA. Et sachez que le 20 février prochain, un séminaire, un webinaire en ligne sur la question de l'éolien au niveau national sera organisé également par notre commission, de façon à confronter aussi ce qui se passe sur l'éolien en mer entre les différentes façades. Voilà. Je ne serai pas plus long. L'enjeu simplement pour nous de cette réunion en quelques mots, c'est véritablement d'arriver à faire le point et à ce que tout le monde, quel que soit votre niveau de connaissance à cet instant précis des questions d'éolien en mer Méditerranée, eh bien que vous puissiez bien saisir de quoi il s'agit, quelles sont les différentes étapes successives envisagées par l'État pour le développement de cet éolien, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui dans ce développement, et d'une certaine manière, quelles sont vos propositions, vos positions et vos questions pour ce développement futur, puisque le DSF, c'est bien un débat de planification maritime, c'est donc un débat de prospective et de projection dans le temps. Merci beaucoup, Étienne, pour cette présentation très claire. Sans plus attendre, nous allons passer à la première séquence de ce webinaire avec un temps de présentation introductive de la maîtrise d'ouvrage. Donc, je vais passer la parole à Étienne Perrault, chef du bureau énergie renouvelable marine et hydraulique de la DGEC, Frédéric Autric, directeur du projet éolien flottant en Méditerranée à Occitanie, et Yannick Bocnet, responsable de projet RTE. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais commencer par revenir très rapidement sur ce qui a été partagé par M. Garand en introduction sur le contexte de ce débat public sur la planification maritime. En effet, l'objectif de ce débat est de réviser donc la stratégie de façade maritime, en l'occurrence pour la Méditerranée, ce qui est également fait en parallèle sur chacune des 4 façades maritimes métropolitaines. Alors, quel est l'objectif? Oui, vous pouvez passer effectivement la suivante, merci. Quel est l'objectif de cette mise à jour? C'est d'une part assurer l'atteinte du bon état écologique des eaux marines, mais d'autre part de s'assurer qu'on arrive à une conciliation d'une part de la préservation de la biodiversité et d'autre part des activités existantes comme la pêche et émergentes comme c'est le cas de l'éolien en mer dont on parle plus spécifiquement aujourd'hui. J'essaie de me rapprocher un peu si vous m'entendez mal. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Donc, concernant l'éolien en mer plus particulièrement, l'objectif de ces débats publics est d'identifier une cartographie des zones prioritaires d'implantation à 2 échelles de temps, à horizon 10 ans et à horizon 2050. Ces débats porteront également sur les zones de raccordement prioritaire de ces parcs. En effet, ces développements sont nécessaires à l'atteinte de notre neutralité carbone, et c'est sur quoi je souhaite revenir maintenant. Vous pouvez donc passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Aujourd'hui, le mix électrique français, c'est-à-dire la façon de produire l'électricité française, est fortement décarboné, comme vous pouvez le voir à droite. C'est notamment lié à notre production nucléaire importante, mais également à nos autres capacités de production renouvelables, comme l'hydroélectricité, mais aussi l'éolien ou le photovoltaïque. Mais, comme vous pouvez le voir à gauche, cette production électrique ne représente qu'une partie de nos besoins en énergie. En effet, le reste est de l'ordre de 60% viennent d'énergie fossile, qu'il va donc être nécessaire de substituer pour atteindre la neutralité carbone. Alors, comment y parvenir? C'est ce que Eustache a montré dans la slide suivante. Comment y parvenir? On va activer 4 leviers d'action complémentaires. Tout d'abord, les leviers de sobriété énergétique et d'efficacité énergétique, c'est-à-dire réduire la consommation et puis consommer de façon plus efficace, c'est-à-dire pour le même résultat avoir besoin de moins d'énergie. Donc, ceci va nous permettre de passer d'environ 1600 TWh à un peu plus de 900 TWh, c'est-à-dire une réduction de 40% de la consommation d'énergie, ce qui est très important. Mais malgré cela, il sera nécessaire d'augmenter de façon importante notre production électrique pour remplacer les énergies fossiles qui sont aujourd'hui majoritaires. Ce développement d'énergie décarbonée doit se faire par deux leviers, donc le levier nucléaire et le levier des énergies renouvelables. Le nucléaire est constitué de projets qui
sont dans un horizon de temps plus lointain, notamment avec des mises en service qui n'arriveraient pas avant 2040 majoritairement. Et donc, l'éolien en mer et les autres énergies renouvelables ont un rôle clé à jouer dans cette période de transition également pour assurer la trajectoire vers la neutralité carbone. Plus spécifiquement, le rôle de l'éolien en mer et ses atouts, on peut rappeler qu'il y a un gisement important en France avec un nombre important de façades maritimes différentes, qu'il fait l'objet de faibles émissions de gaz à effet de serre, et puis également que par rapport à d'autres énergies renouvelables, il a un facteur de charge assez élevé, c'est-à-dire qu'il va tourner, enfin, sa production équivalent pleine puissance sera plus importante que d'autres. Il est de l'ordre de 40%, pour donner un ordre de grandeur. Voilà donc pour ces différentes raisons pour lesquelles nous cherchons maintenant à déterminer les zones prioritaires pour le développement d'éolien en mer en France. Vous voyez maintenant à l'écran les projets déjà en cours, puisque ce n'est pas une politique complètement nouvelle. On a déjà 3 projets en service, 3 projets commerciaux en service en France, donc à Saint-Nazaire, à Fécamp et à Saint-Brieuc. Et puis, on a un certain nombre d'autres projets qui sont en cours d'instruction ou d'attribution et donc pour globalement des mises en service qui s'échelonneront jusqu'à début 2030 à peu près. Et il s'agit maintenant, au-delà de ces projets, de penser plus loin et de définir la cartographie des futures zones prioritaires pour l'éolien en mer pour atteindre notre objectif de 45 gigawatts à horizon 2050. Merci Étienne, je vais prendre le relais, donc Frédéric Autric, pour vous rappeler la longue démarche de concertation qui fait que l'éolien en mer n'est pas une nouveauté en Méditerranée, et vous rappeler que depuis 2015, un important travail a été mené et qui a permis notamment d'identifier dès 2015 la réalisation de 3 fermes pilotes en Méditerranée, dont vous voyez ici les mentions et les puissances, donc des petits projets qui sont répartis sur la façade, et vous voyez à droite sur la carte les 3 implantations avec une ferme pilote au large du golfe de Fos-sur-Mer et 2 fermes pilotes qui se déploient au large des côtes d'Occitanie. Ces projets ont vocation à être mis en service en 2024 pour le projet de Provence Grand Large, donc à droite sur la slide, et puis les 2 fermes occitanes ont plutôt une mise en service qui est attendue en 2025. Slide suivante. À partir de 2018, l'État et la communauté maritime ont identifié dans le document stratégique de façade 4 grandes macrozones que vous voyez ici nommées ABCD, qui représentaient un peu plus de 3000 km² d'espace maritime, comme étant des zones qui étaient à potentiel pour le développement de l'éolien commercial et qui ont permis, slide suivante, en 2021, de lancer un premier débat public sur 2 projets de parcs en Méditerranée et leur raccordement associé au réseau de transport d'électricité, ces 2 parcs ayant chacun une puissance à prévoir de 750 mégawatts. À l'issue du débat, l'État a décidé de poursuivre le projet, slide suivante, et a retenu plusieurs zones à l'issue du débat public de 2021. Une première zone, dite zone 1, que vous voyez apparaître ici à l'écran, au large de la Narbonnaise, pour accueillir le premier parc et son extension, puisque les projets sont phasés, donc avec 750 MW en zone 1, et puis plusieurs autres zones, notamment une zone 2 et une zone 3 qui étaient en ballottage, avec la zone 2 qui avait été identifiée comme préférentielle, et une 4e zone au centre du golfe du Lion, dans lesquelles l'État, dans une perspective de planification, avait souhaité engager des études techniques et environnementales. Puis, slide suivante, en juin 2023, l'État a confirmé le choix de la zone 2 pour accueillir le second projet. Donc on a un projet en zone 1, un projet en zone 2. Et enfin, slide suivante, à l'automne dernier, nous avons identifié les zones d'appel d'offres relatifs à ces parcs avec environ 150 km² d'occupation de l'espace maritime pour ces projets. Les premiers parcs étant en violet foncé et les parcs en extension étant en bleu un peu plus clair. Et enfin, slide suivante. Je repasse la parole à Étienne. Oui, merci Frédéric. Donc, cette suivante, je vais revenir rapidement sur les quelques chiffres clés à avoir en tête dans le cadre de ces objectifs de cartographie de zones prioritaires pour l'éolien en mer. Alors, ce travail, tout d'abord, il est prévu par la loi d'accélération des énergies renouvelables qui a été conduite au printemps 2023 et qui permet de mutualiser ces débats. En termes d'objectifs chiffrés, on a, tout à l'heure, je les ai évoqués rapidement, environ 10 gigawatts qui sont déjà en cours de procédure ou identifiés. L'objectif à horizon 2050 est de 45 gigawatts, avec une étape intermédiaire de 18 gigawatts en 2035.
donc un jalon. Pour vous donner un ordre de grandeur, 45 gigawatts en 2050, ça représenterait grosso modo un quart de notre consommation électrique nationale. Donc c'est non négligeable, c'est significatif. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a deux phases dans ces travaux de planification. La phase à horizon 10 ans, pour laquelle on souhaite identifier au moins 15,5 gigawatts supplémentaires, ce que vous voyez en rouge sur le slide. Et puis, une cartographie à horizon 2050 qui pourra être réinterrogée et éventuellement mise à jour lors de la prochaine révision des documents stratégiques de façade pour la puissance complémentaire. Vous pouvez passer à la slide suivante pour que vous voyez à nouveau les principaux jalons. Et puis à droite, là, pour avoir un ordre de grandeur, hein, on parle d'attribution. Entre l'attribution et la mise en service, on va avoir des durées qui peuvent être de l'ordre de 6 à 7 ans, ce qui explique ce que vous pouvez voir à l'écran. Et donc, pour avoir des parcs mis en service en 2035, donc l'objectif de 18 gigawatts, il est donc nécessaire de les attribuer autour de 2027. Donc, pour le débat, l'objectif de l'État et de RTE, c'est de pouvoir recueillir des contributions sur l'identification de ces zones prioritaires pour l'implantation des nouveaux projets, mais également de leur raccordement. Donc, pour aider à l'exercice du débat, l'État a décliné les objectifs nationaux de 15 gigawatts et de 19 gigawatts aux deux horizons temporels pour chacune des façades et a également souhaité mettre au débat un certain nombre de zones propices pour la partie parc comme pour la partie raccordement. Donc ici, vous voyez apparaître pour la Méditerranée quels sont en gros les deux objectifs temporels qui nous sont proposés. Le premier objectif à 2033, c'est d'avoir entre 3,5 et 5 gigawatts d'éolien en mer, y compris les parcs qui sont déjà engagés. On vous a mis avec une petite astérix en bas de la diapo, à savoir les 3 fermes pilotes et les 2 parcs commerciaux qu'on vous a présentés rapidement, ce qui représente un peu plus d'1,6 gigawatts. Et puis à l'horizon 2050, un cap à 4 jusqu'à 7,5 gigawatts d'éolien en mer. Juste pour donner à ce stade une première impression, 4 gigawatts ou 7,5 gigawatts en consommation électrique, 4 gigawatts, ça représente un peu plus de 25% de la consommation électrique réunie des deux régions Occitanie et PACA. Et les 7,5 gigawatts pourraient représenter environ 50% de la consommation électrique des deux régions confondues. Sur la slide de droite, juste vous rappeler, on va rester sur la slide de droite pour vous présenter donc rapidement les 4 macrozones qui ont été renommées A', B', C', D'. Donc, ce n'est plus tout à fait les mêmes macrozones que celles du débat précédent. En fait, on a enlevé les eaux qui étaient au niveau des eaux territoriales, c'est-à-dire dans les 12 000 nautiques. Donc, les 4 grandes zones assurées bleues sont toutes en dehors des eaux territoriales, dans ce qu'on appelle la zone économique exclusive, donc à plus de 12 nautiques du rivage, et donc en gros 22 km si on prend la distance comme celle-là. Puis on a fait apparaître les différentes zones ministres 1, 2, 3, 4 en rouge, et en bleu et bleu cyan, les zones d'appel d'offres déjà retenues pour que voilà, on sache un petit peu où on est. Et je passe la parole rapidement à Yannick pour présenter la partie raccordement. Donc, pour RTE, raccorder les éoliennes au plus près de la consommation relève d'une logique de gestionnaire de réseau de transport que nous sommes. Et nous préconisons donc de réaliser préférentiellement des raccordements vers les zones où les besoins de consommation se développent et où, là où le réseau amont a la capacité d'évacuer des volumes importants de production, en tenant compte des renforcements structurels déjà prévus par ailleurs sur certains secteurs. À l'échelle du golfe du Lion, la zone de Fos notamment fait partie des 3 zones en France où les enjeux de décarbonation de l'industrie sont majeurs. Les demandes d'apport en électricité sur la zone sont très conséquentes et s'élèvent à plusieurs gigawatts. Par ailleurs, des projets de renforcement du réseau électrique amont sont déjà lancés sur ce territoire pour être le plus rapidement possible en capacité de participer à cette décarbonation de l'industrie. Un raccordement des futurs projets éoliens en Méditerranée vers la zone de Fos est clairement identifié comme étant prioritaire pour contribuer à atteindre l'objectif de l'État de mettre en service 18 gigawatts d'éolien en mer d'ici 2035. Des zones de raccordement pour l'éolien en mer ont également été identifiées en Occitanie, au droit de la Narbonnaise et des côtes catalanes. Elles nécessiteront vraisemblablement des renforcements structurels importants du réseau terrestre, notamment sur l'axe 400 Espagne, Vallée du Rhône, et ces éléments sont en cours d'étude par RTE dans le cadre du travail prospectif que nous menons, qui s'intitule le schéma décennal de développement du réseau, le SDDR, qui prévoit un éclairage jusqu'à un horizon 2040. Le déploiement des parcs sur ces zones pourrait arriver donc dans un second temps plutôt.
Alors, sur les grandes caractéristiques des parcs éoliens, vous rappelez que contrairement au débat de 2021 où on avait cherché des petits parcs, là on est sur des parcs de puissance à installer plus importante et on vise deux typologies de parcs, des parcs de puissance de 1,1 gigawatt ou 1100 mégawatts et sinon des parcs de 2 gigawatts qui seront raccordés en courant continu. Donc pour la partie parc éolien, vous avez une figure qui part d'elle-même. Les turbines sont installées sur des flotteurs, eux-mêmes ancrés au fond marin. Vous avez des câbles ensuite dynamiques qui vont ramener l'électricité de ces éoliennes vers un poste électrique en mer. Donc, comme l'a dit Frédéric Autric, le raccordement au réseau des futurs projets des parcs d'éoliennes flottantes nécessitera de passer en technologie à courant continu. Cette technologie a pour avantage de permettre de transporter sur de longues distances, 100 km plus, des grandes puissances. Donc là, on parle de 1 à 2 gigawatts. Cette technologie nécessite de mettre en œuvre des stations de conversion, une à chaque extrémité de la liaison, permettant de transformer un courant alternatif en courant continu et le transformer à nouveau en courant alternatif, sachant que l'ensemble du réseau électrique national fonctionne en courant alternatif. Le raccordement électrique sera donc composé d'un poste électrique en mer accueillant une station de conversion, une liaison sous-marine enfouie dans le sol marin afin d'éviter tout risque d'endommagement et permettre de maintenir les usages, notamment la pêche, une jonction d'atterrage pour faire la transition entre les câbles sous-marins et les câbles terrestres, une liaison souterraine et une station de conversion au sein d'un poste de raccordement au réseau à 400 000 volts, qui est le plus haut niveau de tension du réseau de transport d'électricité. Donc sur la slide suivante, vous allez avoir quelques données chiffrées que je ne commenterai pas en détail, sur lesquelles vous voyez un petit peu les caractéristiques de ces parcs, à la fois en termes de consommation résidentielle qu'ils pourront permettre rapporter à un habitant. Ensuite, le nombre d'éoliennes que pourrait contenir chacun de ces parcs, avec des hypothèses de puissance unitaire des éoliennes qui sont évaluées aujourd'hui entre 14 et 25 gigawatts. Donc on ne sait pas prédire quelles seront les puissances unitaires, on pourra y revenir. La distance qu'il y aurait entre chacune des éoliennes au sein d'un parc, pour voir que notamment il y a des capacités de traverser les parcs pour les navires. Et puis les surfaces que l'on recherche, qui dépendront de la densité énergétique que l'on peut envisager, et où vous voyez effectivement en kilomètres carrés ce que ça peut représenter pour chacune de ces deux dimensions de parc. Sur la slide suivante, on a également souhaité vous donner quelques informations sur ces macrozones qui ont été proposées au débat, donc de A' à D'. Retenir qu'elles représentent 2,5% de la surface de la Méditerranée, que rapportée à l'échelle du golfe du Lion, elle représente 22% et un peu plus de 22% du golfe du Lion, et que selon qu'on utilise une densité de 5 MW par kilomètre carré, ou au contraire une densité plus importante à 10 MW, et dans l'hypothèse où on couvrait la totalité de ces zones, ce qui est effectivement un exercice maximaliste, on voit que les espaces maritimes que l'on propose au débat permettraient d'atteindre entre 14 et 28 gigawatts d'éolien en mer, donc bien supérieur aux fourchettes de puissance proposées pour les deux horizons. Et on évalue en moyenne que la surface de ces macrozones sont au moins 3 à 4 fois plus grandes que la surface que pourraient occuper les parcs à l'horizon 2050. Donc il y a effectivement des marges de manœuvre dans la localisation des projets. Enfin, une dernière slide sur les aspects quantitatifs. Là aussi, je n'irai pas dans le détail, mais juste savoir qu'on a évidemment aujourd'hui une difficulté à déterminer la puissance unitaire des éoliennes qui pourraient être installées sur le long terme. Ce n'est pas le cas évidemment pour les fermes pilotes. On sait que chacune d'elles comporte 3 éoliennes. Par contre, comme vous le voyez, pour les parcs engagés au large de la Narbonnaise et du golfe de Fos, on est toujours sur des hypothèses de nombre d'éoliennes, puisqu'on n'a pas aujourd'hui lancé les appels d'offres qui permettent de déterminer l'offre donc du candidat retenu qui précisera la puissance envisagée, et puis pareillement pour les parcs à l'horizon 2033 ou 2050. Mais à titre illustratif, vous avez en bas de slide ce que pourraient représenter en nombre d'éoliennes les deux puissances de la fourchette basse et haute à 2050, avec voilà, une marge évidemment d'écart selon la puissance unitaire qui sera retenue. Et enfin, sur la slide suivante, et c'est la dernière pour ce qui nous concerne, je laisse la parole à Yannick sur les raccordements. Donc, afin d'être en capacité de réaliser les raccordements dans les délais nécessaires à la réussite du déploiement de l'éolien en mer, RTE s'est engagé dans une démarche de standardisation, massification et simplification des projets. Le marché mondial de l'éolien en mer va être multiplié par 4 entre 2020 et 2035. Et donc, une course de vitesse s'est vraiment engagée au niveau des États et induit de très fortes tensions sur l'ensemble de la chaîne de valeur.
les disponibilités des matières premières, des sites et des outils de production, les transports, les moyens d'installation, etc. Donc cela conduit à une concurrence croissante entre les donneurs d'ordre, producteurs éoliens comme gestionnaires de réseau que nous sommes, pour sécuriser leurs programmes industriels respectifs. Donc c'est pour ces raisons que RTE a retenu deux standards techniques en courant continu, un palier technique en 320 000 volts pour environ 1 gigawatt et un palier technique en 525 000 volts pour environ 2 gigawatts. Ces standards sont tout à fait similaires à ceux rencontrés majoritairement au niveau européen. Cette standardisation doit permettre à RTE de massifier ses achats, simplifier ses process d'ingénierie. À titre d'exemple, un homologue de RTE, TNET, qui opère sur les réseaux allemands et néerlandais, vient d'attribuer un appel d'offres pour des stations de conversion, des postes à mer et des câbles sous-marins à hauteur de 40 milliards d'euros. Cette technologie à courant continu a pour avantage, donc je le rappelle, de permettre de transporter sur de longues distances des grandes puissances. Elle nécessite par ailleurs la mise en œuvre de moins de câbles de raccordement, trois câbles à 225 000 volts pour transiter 250 mégawatts, c'est ce qu'on voit sur l'infographie centrale, en courant alternatif, et trois câbles, donc tout à fait similaires, à 525 000 volts en courant continu pour transiter 2000 mégawatts. Donc moins d'atterrage, une empreinte terrestre et des liaisons souterraines réduites, et elle évite enfin l'éventuelle nécessité de créer un poste intermédiaire de compensation. Merci à tous les trois pour ces présentations et pour avoir respecté le timing qui était assez serré. Je vais maintenant me tourner vers ma collègue Eva pour savoir s'il y a eu des questions de compréhension, des demandes de compléments dans le chat adressées à la maîtrise d'ouvrage. Alors, on a reçu deux questions qui sont d'ailleurs plutôt des propositions par rapport aux cartographies. Donc, la première, pour faciliter la compréhension des cartographies, il faudrait sur toutes les cartes faire figurer l'isobatte des 200 mètres, soit le bord du plateau. Une autre proposition qui demande si cela serait possible de représenter sur une carte l'emprise des futurs parcs avec la surface que représentent ces gigawatts, et ce, même si cela dépend de la puissance individuelle des machines. On a ensuite des questions plus de compréhension et d'approfondissement. Est-ce que les 45 gigawatts est un nombre toujours d'actualité? Est-ce qu'on est certain que ce chiffre sera maintenu à l'avenir? Une autre question dans la mesure où la puissance des turbines augmente de mois en mois, est-il envisageable d'installer moins d'éoliennes pour fournir l'électricité attendue ou la stratégie consistera plutôt à optimiser les zones réservées pour produire plus avec un nombre d'éoliennes équivalent? Euh, une dernière question, enfin plutôt un avis, entre 200 et 400 éoliennes de 250 mètres de haut, distantes de 1 à 2 km, il paraît impossible à cet internaute qu'il n'y ait pas d'effet cumulé. Merci beaucoup. Je laisse peut-être la maîtrise d'ouvrage apporter des précisions si besoin à ces recommandations. Alors, pour ce qui je peux juste répondre sur les propositions sur la partie cartographique. Donc, préciser que les zones d'implantation qui sont envisagées sont situées sur le plateau continental du golfe du Lion, c'est-à-dire à une bathymétrie inférieure à 150 mètres. Donc, on peut tout à fait rajouter l'isobat 200, mais en tout cas, il sera beaucoup plus loin que les macrozones qui sont, pour elles, avec des valeurs entre 70 et 120 mètres de mémoire à leur extrémité. Et puis, je pense qu'effectivement, dans les ateliers cartographiques qui seront organisés par la commission du débat public, il y aura un intérêt à sans doute représenter, comme ça a été proposé, l'emprise que pourrait représenter tel ou tel parc en fonction des densités qui seront envisagées pour avoir une meilleure vision des espaces potentiellement utilisés. Et peut-être Étienne, sur les 45 gigawatts. Tout à fait. Donc, concernant les 45 gigawatts, c'est bien cette valeur qui a été présentée dans la stratégie française énergie et climat qui a été mise à consultation du public donc fin 2023. Donc, la future programmation pluriannuelle de l'énergie est en cours donc d'élaboration. Donc, ce n'est pas encore gravé dans ce texte-là, mais c'est bien la valeur qui a été soumise à consultation et qui a également été inclus dans la stratégie nationale mer littorale. À ce stade, elle n'est effectivement pas remise en question.
Je rebondis également sur une autre question sur l'augmentation des puissances des turbines. Alors, les objectifs de développement de l'éolien sont bien définis en matière énergétique et donc en puissance à installer et non pas en nombre d'éoliennes. Si bien que si les puissances unitaires des éoliennes sont amenées à devenir plus grandes, il est tout à fait possible que l'on ait in fine moins d'éoliennes. Pour autant, plus les éoliennes sont grandes, plus il faut un espacement important entre elles, si bien que c'est pas nécessairement parce qu'on a des machines plus puissantes qu'on aura moins de place de prise en emprise totale du parc in fine. Merci beaucoup. Peut-être sur... Oui, Ouais, je pardon. vous laisse compléter, ouais. Et Très rapidement, parce que nous avons un petit peu débordé. allez-y, Donc, allez-y, dans ce cas. ok. Bon, s'il n'y a plus de compléments, on peut passer à la séquence suivante. Je vais donner maintenant la parole à Monsieur Monnier, directeur général adjoint de chez France Renouvelable, pour une présentation. Pourquoi et jusqu'où développer l'éolien en mer? Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On vous entend très bien. Bonsoir. Merci à la Commission nationale du débat public pour son invitation et merci à tous d'être présents. Donc, France Renouvelable, c'est l'association des professionnels de l'énergie éolienne, du PV au sol et également des énergéticiens qui s'intéressent aux nouveaux usages, notamment production d'hydrogène et stockage d'électricité et flexibilité. Alors, sur la première slide, on m'a demandé pourquoi et jusqu'où développer l'éolien en mer en Méditerranée. Alors, pourquoi? Ça a été dit précédemment par la maîtrise d'ouvrage. Tout d'abord, une indispensable transition énergétique avec un accroissement de la production d'électricité bas carbone, donc bas carbone nucléaire, renouvelable. Ici, on s'inscrit dans le renouvelable. Ça tombe bien puisque la Méditerranée, c'est un des meilleurs potentiels en vent, en particulier le golfe du Lion. Et donc, tout ce qui concerne l'ouest de la Méditerranée française est un secteur privilégié, car comme vous le voyez sur la carte en bas à gauche, la surface plus orangée vers l'est de la région PACA est moins favorable justement au développement des projets éoliens en mer et donc de ce fait est exclue. En haut à droite, c'est l'éolien en mer, une opportunité de développement économique local, notamment autour des infrastructures portuaires. Vous avez des photos ici de Port-la-Nouvelle à gauche et de Marseille-Fos. On pense également éventuellement au port de Sète en tant que base arrière et tout ce qui concerne l'arrière-pays des ports. Donc, c'est développement d'un tissu industriel local. Et enfin, quatrième raison, des besoins énergétiques locaux croissants. Je viens de parler des ports, donc c'est la décarbonation des navires, l'électrification à quai, le développement notamment des véhicules électriques et aussi le développement des data centers, qui est une activité notamment connue vers Marseille, mais ce ne sont pas des usages exclusifs, il y en a bien d'autres pour consommer de l'électricité. Sur la seconde slide, on voit une évolution cohérente de l'éolien en mer en Méditerranée. La maîtrise d'ouvrage est revenue sur les fermes pilotes. Les fermes pilotes visent à tester des hypothèses techniques en lien avec des technologies de fondation flottante différentes. Donc, ça vise justement à passer des stades de maturité technologique, à agréger des retours sur expérience et des données, y compris au niveau et surtout aussi au niveau environnemental. Et ça permet enfin d'amorcer l'expérience de la chaîne de valeur et des industriels. Aujourd'hui, on en est au stade, comme l'a indiqué Frédéric Autric, des fermes commerciales qui sont mises en appel d'offres. D'abord 2 fois 250 MW et ensuite compléter le cas échéant de 2 fois 500 MW. Le but, c'est industrialiser la production d'éoliennes flottantes, notamment sur les bases portuaires dont j'ai parlé tout à l'heure, baisser les coûts de l'énergie. Alors évidemment, ça coûtera plus cher puisque c'est moins mature au début, et enfin, poursuivre les analyses et les retours sur expérience environnementaux avec des tranches de fermes qui sont plus petites que celles qui vont être développées à l'avenir. On a mentionné tout à l'heure les paliers 1100, 2000 MW. Ici, on est sur des tranches plus petites. Et enfin, un troisième stade, les fermes commerciales de plus grande ampleur à l'avenir pour atteindre une compétitivité du prix de l'énergie avec un rapprochement vers l'éolien en mer posé, dont on sait qu'il coûte aujourd'hui entre 40 60 euros du mégawattheure hors raccordement. C'est ce qu'on observe notamment en France sur le posé et dans les pays d'Europe du Nord. Et de produire massivement de l'énergie renouvelable, puisque c'est la raison pour laquelle on le fait. La slide suivante, s'il vous plaît. On a parlé de la densité énergétique. Voilà schématiquement ce que cela peut représenter.
Il y avait une demande tout à l'heure de schéma. Vous voyez, on part d'un potentiel techniquement favorable, les macrozones à vocation, puis débat public, on resserre le périmètre, on a une densité énergétique qui est encore relativement large, mais au niveau de la zone d'emprise finale du parc éolien en mer, la zone de concession, on est entre 8 et 10 mégawatts par kilomètre carré. Étant entendu que les infrastructures, qui est vraiment ancré au sol, représentent un pourcentage beaucoup plus faible que la zone d'emprise, de l'ordre de 1%. Donc vous voyez, au final, si on développe jusqu'à 9 gigawatts d'éolien en mer en Méditerranée en 2050, ça pourrait représenter, au final, entre 900 et 1125 km² d'emprise. Donc c'est au maximum un tiers des macrozones dont on parle aujourd'hui dans la mise à jour du DSF. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc ça, c'est pour illustrer schématiquement ce que ça représente. Ce ne sont pas des usages exclusifs en termes d'emprise. Vous voyez, il y a des espacements. Même si on ne peut pas nécessairement pêcher dans des parcs éoliens en mer flottant du fait des infrastructures, lignes d'ancrage et câbles dynamiques, on peut ça peut aussi avoir une vocation finalement au niveau environnemental de préservation des écosystèmes et aussi de mesures d'accompagnement, de restauration, le cas échéant. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, jusqu'où développer l'éolien en mer? Donc, c'est déjà viser le potentiel technico-économique en excluant les zones à l'est, en excluant des zones qui se situent au niveau des canyons et au-delà du fait de la profondeur. On ne sait pas faire aujourd'hui. Des enjeux biodiversité, ce sont des zones connues pour être plus sensibles, et des enjeux de raccordement associés. Euh, c'est aussi viser la projection des besoins énergétiques futurs, viser des zones en zone économique exclusive, un évitement également des zones de pêche les plus denses, donc ce sont des données qui restent à approfondir, à discuter, et intégrer les paramètres relatifs au raccordement au réseau. La profession éolienne en mer que je représente aujourd'hui communiquera ses orientations cartographiques très prochainement et publiera des cartes à potentiel précises. On est encore en discussion avec la CNDP pour pouvoir calibrer justement cette publication. Slide suivante, s'il vous plaît. Enfin, le vent en Méditerranée, c'est important de le dire, c'est un vent qui est décorrélé du reste de la France. Donc, vous avez des explications en bas. Il peut y avoir du vent en Manchesse mer du Nord, beaucoup, et il peut ne pas en avoir en Méditerranée. Et à l'inverse, il peut y en avoir, par exemple, en Atlantique et en Méditerranée. C'est très important pour la gestion de l'équilibre offre-demande au niveau du système électrique. Et c'est important, c'est pour cette raison qu'il faut développer aussi l'éolien en mer en Méditerranée. Reporter vers les autres façades ne suffit pas et mettrait finalement beaucoup le système électrique en difficulté. Voilà pour un aperçu très global dans le temps qui m'était imparti et je reste à la disposition des uns et des autres s'il y a des questions. Merci beaucoup, Monsieur Monnier, d'avoir respecté le timing. Sans plus attendre, je passe la parole à Clémence Sweet-Poncelin, animatrice de réseau en énergie citoyenne dans le réseau Éclair Occitanie. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Donc, le réseau Éclair Occitanie, donc c'est un réseau de citoyens et de collectivités, comme son nom l'indique en Occitanie. Et c'est des citoyens des collectivités locales qui se mobilisent pour reprendre la main sur les projets et donc les installations d'énergie renouvelable pour le moment terrestre. Donc, le réseau Éclair, on est une association et on est financé par l'ADEME et la région Occitanie. C'est toujours bien de savoir qui nous finance. Et du coup, des présentations qui viennent de dérouler, on a bien vu que l'éolien en mer serait une innovation technique, notamment en Méditerranée. Et la question, moi, qui m'intéressait de poser aujourd'hui, c'est aussi de se dire, est-ce que ce sera une innovation sociale, économique et démocratique? Donc, je vais essayer de répondre à tout ça dans la présentation, même si, en réalité, au sein du réseau Occitanie, on n'a pas de réponse aujourd'hui de ce que devrait être l'éolien en mer. Et c'est aussi un travail des 7500 personnes qui composent le réseau Éclair. Personne n'est totalement d'accord. Je veux bien la slide suivante. Rapidement, pour présenter un peu le réseau que je représente, donc Éclair Occitanie fait partie du réseau national Énergie Partagée et qui du coup a un label, une charte qui définit ce qu'est un projet citoyen qui ne s'applique pas à l'éolien en mer puisque c'est un label qui est pensé pour des installations terrestres. Donc évidemment, on ne peut pas faire clic droit, copier-coller vu les spécificités de l'éolien en mer. Et il y a 300 aujourd'hui coopératives en France qui portent des projets qui ont le label énergie partagée.
Et donc, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail si ça vous intéresse, vous pourrez voir, mais le label énergie partagée est octroyé à des projets qui sont donc portés par le territoire, c'est-à-dire des habitants qui se montent en coopérative, souvent soutenus par la mairie ou l'intercommunalité, et qui vont développer des projets, gérer les projets, financer les projets, et tout ça avec des critères Bonjour d'exigence Louise, tu m'as aidé écologique. à faire la cuisine. Bonjour. Avec des Pardon. critères d'exigence écologique, de gouvernance partagée, de finances éthiques, etc. Je suis bien la slide suivante, s'il vous plaît. Euh, donc, il y a tout un sujet autour des projets et des installations d'énergie renouvelable, parce que c'est des projets, sont des projets économiques, et donc ils génèrent de l'argent. Ils ont besoin d'argent pour être financés et ils génèrent de l'argent. Et donc, nous, les projets qu'on accompagne maximisent en fait les retombées économiques sur le territoire, au sens où quand c'est les habitants et les collectivités qui décident comment seront redistribués les bénéfices, eh bien, souvent, c'est redistribué au territoire par le biais d'investissements dans d'autres projets locaux, aussi le recours à des prestataires qui sont locaux pour le chantier et toutes les actions de maintenance. Voilà, donc ça maximise les retombées économiques locales, mais pas seulement économiques. Je veux bien la slide suivante. Bon, ça a beaucoup été dit déjà, à la fois par la DGEC, la DREAL et Monsieur Monnier. L'éolien en mer sera une filière, enfin est une filière indispensable pour réussir, ne serait-ce que techniquement, la transition énergétique, à la fois en France et je rajoute en Occitanie, puisque l'Occitanie a une stratégie de transition énergétique qui fait aussi le pari fort de l'éolien en mer. Je veux bien la slide suivante. Il y a beaucoup de chiffres qui ont été présentés et donc je ne vais pas en rajouter d'autres. Mais pour bien se figurer comment on arrive à se dire que l'éolien en mer est une filière indispensable, eh bien, il y a eu beaucoup de travaux de prospective qui ont été fournis à la fois par Réseau Transport Électricité, RTE, qui a fait un gros travail de concertation de plein d'acteurs des filières pour se dire, tiens, sur quoi, sur quel curseur on peut jouer et comment, du coup, on atteint une neutralité carbone en 2050. L'ADEME a fait un exercice similaire en produisant 4 scénarios. C'est ceux que vous voyez sur le tableau à gauche. Et si je prends l'exemple de l'ADEME, parce que c'est intéressant, et d'ailleurs, ils ont fait un travail de mise en récit aussi qui est intéressant des modes de vie qui se dessinent selon le mix énergétique qu'on choisit. Et ben, dans tous les scénarios qu'ils ont produits, alors celui qui s'appelle de génération frugale, qu'on pourrait résumer comme étant le scénario Pierre Rabhi, et ben, dans celui-là, qui est très décroissant, il faut de l'éolien en mer, il faut 14 gigawatts d'éolien en mer. Et dans le plus, on va dire, technophile, celui qui s'appelle le pari réparateur, qu'on pourrait résumer comme étant le scénario Elon Musk, eh bien, dans celui-là, il faut 48 gigawatts d'éolien en mer. Donc, dans tous les cas, peu importe les choix qu'on fait, les curseurs qu'on bouge, il faut de l'éolien en mer. Et l'association Negawatt, qui est une association qui, elle, est plutôt partisane, elle aussi a fait un exercice de scénario, de révision de son scénario, et conclut aussi qu'il faut de l'éolien en mer. Donc, vous pouvez lire tous ces travaux de prospective et voir la place que prend l'éolien en mer. En fait, c'est une place dans un mix beaucoup plus large, dans des efforts de sobriété, dans des mesures d'efficacité. Et la conclusion de tous ces travaux de prospective, c'est qu'il faut bien de l'éolien en mer. Je viens à la slide suivante. La région Occitanie, elle aussi, donc, a un travail, des politiques publiques pour atteindre en 2050 ce qu'on appelle le REPOS, région à énergie positive, c'est-à-dire de produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Et dans ce pari-là, eh bien, l'éolien en mer aussi occupe une place importante. Et je voulais préciser aussi que la région traduit l'éolien en mer comme une filière vraiment d'innovation technique. Donc, on a parlé des fermes pilotes, il y a la conception du flotteur qui occupe beaucoup les cerveaux et la presse, on va dire, en Occitanie, la filière hydrogène vert, la modernisation de Port-la-Nouvelle. Il y a vraiment une innovation technique, technologique autour de l'éolien en mer qui est prise au sérieux en Occitanie. Et je veux bien la slide suivante. Du coup, et c'est un peu la réponse à ma question de tout à l'heure, c'est donc oui, il faut de l'éolien en mer pour la transition énergétique. Et la question qui nous travaille au sein du réseau Éclair Occitanie, c'est est-ce qu'on va faire l'éolien en mer avec le territoire au sens de la gestion de l'éolien en mer. Parce que là, on est dans une phase de débat public. Il y a déjà eu un débat public sur l'appel d'offres 6 et une concertation de longue haleine avec les acteurs de la pêche, etc. Donc le dialogue, il est ouvert. Il y a le territoire qui est associé dans cette phase de procédure réglementaire de débat public. Et la question qu'on pose, nous, c'est
Et ensuite, une fois que les appels d'offres sont attribués, que des consortiums sont choisis, que devient le territoire, à quel point il est associé. Et nous, évidemment, on porte une vision de la transition énergétique qui est partisane, hein. Pour nous, le territoire doit avoir son mot à dire tout au long de la vie des projets. Et donc, on fait l'exercice de se poser la question de qu'est-ce que ça changerait si le territoire, donc au sens des habitants, des mairies, des sociétés d'économie mixte, de plein d'acteurs, qu'est-ce que ça changerait si ces acteurs-là investissaient et devenaient copropriétaires d'un ou de plusieurs parcs éoliens en mer. Et donc, euh, évidemment que ça pose plein de questions auxquelles on n'a pas les réponses encore, mais ce qu'on peut se dire, c'est que ce que ça changerait, c'est que ça mettrait en place une communauté d'acteurs autour de l'éolien en mer, d'acteurs qui seraient à la fois propriétaires et donc gestionnaires, qui pourraient prendre des décisions, créer de la discussion aussi, créer du partage autour de l'éolien en mer. Euh, Ça créerait aussi, et je pense que c'est le point le plus important de ce que je voulais présenter, ça créerait aussi une corrélation forte entre les trois piliers, notamment de l'association Négawatt, mais de tout effort énergétique, qui sont sobriété, efficacité, énergie renouvelable. Pour nous, avoir les acteurs locaux et des acteurs publics comme copropriétaires des parcs éoliens en mer, c'est garantir qu'une partie des retombées ira financer l'efficacité et la sobriété, qui sont souvent les deux grandes oubliées de la transition énergétique. Et enfin, ça a été un peu abordé déjà, l'éolien en mer, qui est une filière nouvelle, crée de la discussion et une vigilance, notamment des associations environnementales avec lesquelles nous on travaille, autour des impacts. Aujourd'hui, il y a des retours d'expérience qui existent, mais il y a beaucoup de questionnements aussi. Et se garantir, enfin, le fait que le territoire soit copropriétaire du parc pourrait mettre toutes les chances de notre côté de savoir comment on partage la connaissance et aussi les décisions autour des impacts environnementaux. Et une dernière slide, rapidement, je crois que c'est la Oui. deuxième. Et effectivement, on déborde un peu, donc je vais vous Très bien. inviter à Encore conclure. une. Merci. Et c'est juste pour dire, la slide suivante, que ça existe, pas en France, mais au Danemark, par exemple, un parc éolien en mer, donc c'est la slide suivante. Il y a un parc éolien en mer au large de Copenhague qui est en copropriété avec une coopérative locale. Ça se fait aussi en Belgique. Donc évidemment que ça pose plein de questions de mise en œuvre. Mais la gouvernance des parcs éoliens en mer, pour nous, c'est aussi un sujet qu'il ne faut pas oublier dans les réflexions aujourd'hui dans ce débat public. Voilà. Et j'en ai fini. Désolée d'avoir débordé un petit peu. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Nous avons pris un petit peu de retard sur notre déroulé initial. Du coup, je vais proposer donc, à l'équipe de passer directement en atelier en sous-groupe. Donc, vous allez être répartis dans différents groupes avec un binôme d'animateurs et de facilitateurs, facilitatrices qui pourront répondre à vos questions, prendre en note vos recommandations et vos avis. Ce temps d'échange durera 25 minutes à peu près. Donc, vous n'avez absolument rien à faire, hein. Vous serez téléporté de manière assez naturelle. Voilà. Et je vous enverrai un message à l'issue de ce temps d'échange pour vous prévenir que nous reviendrons en plénière. Je vais inviter ma collègue à lancer le rapatriement dans les salles. Bonsoir à tous. Vous êtes tous revenus presque en plénière. J'espère que vous avez eu le temps d'échanger comme vous le pouviez avec vos animateurs et vos facilitateurs. On n'a pas pu. La troisième question est restée en suspens, en fait. D'accord. Euh, Voilà. Merci à tous en tout cas. J'espère que vos échanges se sont bien passés, même si vous n'avez peut-être pas pu terminer tout, de poser toutes vos questions. Je vais laisser les facilitateurs et facilitatrices compléter leur board Kaksoon au besoin. À présent, je vais inviter deux nouveaux intervenants que nous n'avons pas encore rencontrés ce soir à se présenter avant de passer la main à Étienne pour que justement il puisse nous faire un petit compte-rendu, une petite synthèse des questions qui ont été soulevées en sous-groupe et que les différents intervenants et intervenantes puissent y répondre. Donc, je laisse peut-être Madame Claire Hébert et Monsieur François Bonhomme à prendre la parole.
Oui, Euh, bonjour. Ah, allez-y, François. allez-y, Claire, oui. Ok. Bonjour, donc Claire Hébert, je travaille à l'OFB et je suis chargée de mission à l'Observatoire national de l'éolien en mer. Bon, et moi-même, je suis membre de la commission spécialisée du Conseil maritime de façade qui s'intéresse à l'éolien flottant depuis ses débuts, comme ça a été rappelé par Frédéric Autric depuis 2015. Voilà, donc je suis un vieux routier de l'évaluation des questions scientifiques que pose l'éolien flottant par rapport à la biodiversité. Parfait. Merci, merci beaucoup à tous les deux de vous rendre disponibles. Donc, le principe maintenant de cette session, ça va être de vous poser des questions. Alors, à vous deux, Madame Hébert, Monsieur Bonhomme, mais aussi aux intervenants précédents qu'on va également afficher à l'écran, et y compris aussi à la maîtrise d'ouvrage. Donc, j'ai la tâche, effectivement, d'essayer de synthétiser les choses. Est-ce que je peux voir déjà tout de suite sur le tableau qui rassemble l'ensemble des questions? C'est un certain nombre de questions sur la biodiversité marine en particulier, avec peut-être une question toute simple pour démarrer dans le groupe 6. Est-ce que vous pourriez répondre à cette question? La littérature dit que l'éolien peut favoriser la biodiversité. Qu'en est-il, puisqu'on a plutôt une vision effectivement d'un éolien qui peut avoir un impact sur la biodiversité? Est-ce que effectivement il est légitime de se poser la question, au contraire, de la contribution de l'éolien à la protection de la biodiversité? Est-ce que Monsieur Bonhomme, Madame Hébert, vous voulez, parce que c'est intéressant, alors je précise hein, que les acronymes en théorie sont interdits dans le débat public, mais donc il faut vraiment faire l'effort. Et l'OFB, c'est l'Office français de la biodiversité, Madame Hébert. Je me permets de le préciser. Et donc peut-être que c'est vous, Madame Hébert, ou Monsieur Bonhomme, l'un des deux qui pourrait répondre à cette question. Oui, Monsieur, alors, Monsieur Bonhomme, allez-y. si vous voulez, évidemment, il peut y avoir un effet local, ça fait un espèce d'effet de concentration ou de réserve. S'il y a une zone d'exclusion qui est liée à un parc donné, ça va limiter les activités de pêche et éventuellement, ça peut profiter à certaines espèces il peut y avoir un effet récif lié aux structures immergées flottantes. Il peut y en avoir un effet concentration de poissons qui puisse permettre à certains cétacés de venir se nourrir là. C'est des choses qui sont mises en avant si jamais il n'y a pas trop de bruit. Mais globalement, non, c'est plutôt les risques qui sont mal identifiés. C'est plutôt ce mur d'éoliennes par rapport à la vie faune, aux cétacés et aux dérangements. C'est plutôt dans l'autre sens que ça marche, même si effectivement il peut y avoir localement des effets positifs. Merci, merci beaucoup. Peut-être une autre question qui relève également des questions de biodiversité. Les données issues des parcs éoliens existants sur d'autres mers, qui seraient à diffuser d'ailleurs plus largement, d'après les intervenants de ce groupe. Est-ce qu'elles peuvent être pertinentes pour la Méditerranée ou pas? Dans quelle mesure elles sont transposables, notamment les effets, la question des mesures d'effet sur la biodiversité des parcs éoliens en mer? Alors peut-être là, Madame Hébert, vous voulez peut-être commencer là-dessus. Monsieur Bonhomme aussi, vous pourrez réagir. Oui, effectivement. Alors, je sais que à l'Observatoire de l'éolien en mer, il y a un projet de retour d'expérience à l'étranger qui est financé par l'Observatoire de l'éolien en mer par rapport à disons, la récupération de ces données pour en tirer des conclusions sur la Méditerranée. Effectivement, je pense qu'il faut faire attention à bien pouvoir comparer ce qui est comparable. Après, les résultats de ce rétex ne sont pas encore 100% terminés. Donc, je pense il faudra attendre des résultats pour savoir. Oui, alors on peut peut-être quand même déjà dire deux choses. Effectivement, comme ça vient d'être dit, la Méditerranée, ça n'a pas les mêmes responsabilités, en particulier les quelques milliards d'oiseaux qui font des migrations entre l'Europe et l'Afrique, dont très grand nombre passent à cet endroit-là, responsabilité qu'on n'a pas forcément en mer du Nord. Et ce qui a été vu en mer du Nord, c'est que
pour certaines espèces en tout cas, l'évitement des parcs rallonge leur distance de nourrissage et donc les dépenses énergétiques qu'ils sont obligés de faire pour se nourrir. Donc, bon, alors voilà, il y a des choses, mais tout n'est pas comparable et ça vient d'être dit. Mais effectivement, cette littérature abondante sur ce qui se passe en Europe du Nord est épluchée de manière très attentive par les gens qui ont accepté de le faire dans le cadre de ce rétexte. Merci beaucoup. Ce retour d'expérience, donc Retex, vous dites qu'il n'est pas encore disponible. À quel échelon de temps il le sera? Moi, je ne sais pas, peut-être que Madame Claire Weber. le sait. Allez-y, Monsieur Perrault, je vois que... Alors, Monsieur Perrault, de la DGEC, il faut allumer votre micro. Allez-y, mais on a des premiers éléments concernant le programme Migration. On a un premier rapport qui a été transmis et mis à disposition sur ces données-là. Et sur le rapport Retex, particulièrement auquel vous faisiez référence de retour d'expérience, on attend quelque chose aux horizons du printemps. Je sais pas de date exacte, mais il me semble que c'est aux horizons d'avril 2024. Sachant qu'en Printemps 2024. C'est ça, sachant qu'en parallèle, il y a également une expertise scientifique collective qui a été lancée pour un retour d'expérience cette fois plus large au niveau européen pour compiler l'ensemble des connaissances scientifiques sur les impacts de l'éolien en mer et qui est une première et dont on espère beaucoup. Alors, merci beaucoup. Donc, deux questions qui sont peut-être liées à ce que vous venez d'évoquer. Alors, la première, ce serait sur la question de ce fameux changement d'échelle, le fait de passer à une autre échelle en matière de développement éolien en Méditerranée. Et deux questions qui portent évidemment sur l'effet cumulé et peu connu des menaces qui pèsent sur la biodiversité. La deuxième question d'un autre groupe, quelle prise en compte des effets cumulés et rebonds? Peut-être, Monsieur Bonhomme, vous pourriez réagir sur ce point? Moi, je peux difficilement dire autre chose qu'on n'a pas beaucoup de billes pour mesurer l'étendue des effets cumulés, étant donné qu'il y a pour le moment aucune éolienne flottante en mer en Méditerranée, que c'est même si on avait des retours instrumentés pendant 2-3 ans sur 2-3 éoliennes, c'est pas pareil de petite taille, c'est pas pareil que d'en mettre 200 ou 300 ou 400, et que là, alors effectivement, il y a des groupes de travail qui travaillent sur des scénarios de modélisation et on arrivera peut-être à avoir des choses, mais prendre en compte tous les compartiments de la biodiversité, c'est super compliqué. On est loin du compte en termes de prédiction des effets cumulés. Et si vous voulez mon sentiment, mais c'est de l'ordre du sentiment, de toute façon, il y en aura. C'est impossible qu'il n'y en ait pas. Alors, c'est le prix à payer. Est-ce qu'ils seront graves? Est-ce qu'ils seront importants? On n'est pas capable de le dire, mais il y en aura. Et il y aura un certain nombre d'espèces qui s'en remettront pas sur le long terme. Est-ce que vous pourriez citer ces espèces ou quelques exemples d'espèces dont vous parlez là? Par exemple, toutes les espèces. Alors, bon, déjà sur les puffins, il y a quelques espèces d'oiseaux longévives ou chez qui quelques mortalités supplémentaires d'adultes chaque année, ça remet en cause une démographie qui est chancelante. Donc, celles-ci, elles sont quasiment condamnées. Et puis après, vous savez tous qu'à cause du changement climatique, des pesticides, etc., les populations d'insectes sont en train de s'écrouler. Donc, les passereaux migrateurs, les quelques milliards d'oiseaux qui traversent la Méditerranée, ils sont déjà très affaiblis depuis 20 ans avec des effectifs qui sont en pleine décroissance. Si on en met au tapis 10% ou 20% de plus à chaque fois, eh bien là aussi, certaines espèces ne s'en relèveront pas. Merci beaucoup pour ces points. Alors, je vois qu'il y a également un certain nombre d'éléments, Monsieur Segala, justement, qui vient de prendre la parole sur le chat et qui relaye une question qui a également été posée dans un groupe, dans le groupe numéro 6. C'est quelle est la temporalité finalement de ces différents retours d'expérience et de ces différentes acquisitions de connaissances? Et est-ce que cette temporalité sera compatible avec les impacts sur le terrain? En d'autres termes, si je dois simplifier, est-ce qu'on se rendra compte trop tard des effets justement sur la biodiversité marine?
Alors, j'ai deux mains qui se lèvent chez les intervenants. Je propose Monsieur Monnier et Monsieur Autric assez brièvement. Ou alors Monsieur Perrault, Monsieur Autric, l'un des deux, mais merci de décider entre vous. Monsieur Monnier d'abord. Oui, merci beaucoup. Peut-être un complément à ce sujet. Donc, nous, du côté de la profession, France Renouvelable notamment, on va publier un rapport sur les effets environnementaux de l'éolien en mer, donc sur les effets connus à ce jour, donc principalement effectivement sur les 6000 éoliennes qui sont implantées dans les eaux européennes, sur des biologies différentes, mais il n'en reste pas moins que sur certains oiseaux migrateurs, ça reste quand même pertinent. Je voulais aussi dire que effectivement, sur certaines espèces ne seront pas concernées par des impacts potentiels sur l'éolien en mer, puisque il y a des espèces qui volent en dessous de la hauteur de garde, donc ça veut dire le bas de la pale, entre le bas de la pale et la hauteur de l'eau. Et il y a aussi des espèces qui changent leur comportement. Donc je pense que le pire est jamais certain et que justement les projets R&D et les suivis vont nous permettre d'apprendre en marchant. Et en plus, on va le faire progressivement avec des fermes qui comporteront pour les premières entre 10 et 20 éoliennes et ensuite entre 20 et 40. Donc voilà, je pense qu'il faut être assez prudent, appliquer certainement le principe de précaution et je voulais enfin rajouter que les mesures éviter, réduire, compenser, on les applique dès la planification au moment de l'appel d'offres avec un certain nombre de critères dans l'appel d'offres et au moment aussi de la conception du projet, de la co-construction du projet, avec des comités de projet qui intégreront aussi tout le savoir des associations environnementales. Donc voilà, ça vient un peu nuancé, ça porte pas beaucoup de certitude, mais en tout cas, ça rappelle un peu comment on procède sur les projets éoliens en mer et c'est pas un scénario catastrophique. Merci. Monsieur Autric, vous avez demandé la parole très brièvement, s'il vous plaît. Oui, très brièvement, c'était pour répondre à votre première question. Vous évoquiez les effets positifs que pourraient avoir ces parcs éoliens sur la biodiversité. Je rappelle que si on ne fait pas ces projets, ils n'inscriront pas la France dans sa trajectoire de décarbonation de son mix énergétique. Et donc, ça veut dire que l'impact qu'a aujourd'hui l'utilisation du pétrole ou du charbon, dans une faible mesure, et du gaz sur le changement climatique ne sera pas réduit. Donc, oui, grâce aux parcs éoliens, on va pouvoir lutter contre le changement climatique et donc finalement aller dans le sens de la biodiversité. Merci beaucoup pour votre concision. Alors, on va passer maintenant aux questions de paysage, avec vraiment deux questions qui sont tout à fait contrastées, mais qui me semblent posent bien le sujet. Alors, la première, c'est une question un peu de fond et de choix stratégique. Faut-il cacher les éoliennes ou les laisser visibles pour que l'on conscientise l'impact de la production d'énergie? Ça, c'est, j'ai envie de dire, du point de vue un peu du rapport à la question de l'énergie, mais l'autre question est plus terre à terre et économique. Quid de l'impact sur sur le paysage qui pourrait avoir ensuite, pardon, un impact social sur les régions touristiques? Tourisme vert, tourné vers la nature. Donc, de quelle façon, aujourd'hui, si on choisit peut-être pour des bonnes raisons de voir les éoliennes, en tout cas d'assumer de les voir, est-ce que néanmoins on est capable de mesurer et quels seraient ces impacts sur l'activité touristique? Et je pense qu'évidemment, c'est important pour les trois régions qui nous concernent ici, même si peut-être la Corse est un peu plus loin. Ça me paraît important. Alors, je vais essayer de donner la parole à Monsieur Autric très brièvement. Monsieur Monnier, vous venez de parler, donc j'essaye de varier un petit peu les intervenants. Monsieur Autric, brièvement, s'il vous plaît. Oui, brièvement. Donc, rappelez que lors du précédent débat animé par la CNDP sur les deux parcs en Méditerranée, une recommandation avait été faite de lancer une étude sur les impacts que pourrait avoir le développement des parcs éoliens sur le tourisme. Donc, cette étude, l'État l'a lancée. Elle est actuellement en cours et en cours de débat, nous livrerons les résultats de cette étude qui vise à la fois à faire un bilan sur comment l'éolien a pu ou pas impacter de manière positive ou négative le tourisme sur d'autres façades européennes. Et notamment au Parlement de la Mer, la semaine dernière, on a eu un bref exposé de ce retour d'expérience qui n'a pas montré d'impact négatif sur le tourisme. Donc l'étude permettra de donner également à voir quels seraient les atouts du territoire pour faire de ces projets, j'allais dire, un avantage pour à la fois le territoire d'Occitanie et de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et sur la question du paysage, peut-être rappeler qu'on a mis en place des photomontages qui permettent de simuler des parcs fictifs sur les deux fourchettes de puissance haute et basse à 2050 à différentes distances à la côte, et donc on pourra chacun essayer de mesurer la perception de ces parcs. Donc sans répondre à la question est-ce qu'il faut les cacher ou les voir, en tout cas, vous pourrez vous faire votre propre opinion sur les zones propices qu'on a identifiées et comment finalement ces parcs ont un impact ou non.
Merci beaucoup. Je vois que dans le chat, dans le même temps, les questions d'oiseaux sont assez discutées. Donc, on va pas pouvoir reprendre là d'intervention, mais on a bien compris il y avait un petit peu controverse, ou en tout cas un certain nombre de questions qui restent ouvertes sur ce point. Je vous propose de passer maintenant sur la question des usages. Assez nombreuses questions, notamment, alors on vient de parler du tourisme, qui est une forme d'usage de la mer. La question de la pêche, donc des questions qui avaient déjà été aussi posées tout à l'heure. Quelle est la possibilité de pêcher ou non dans les parcs et surtout que deviennent les zones de pêche? Est-ce qu'on peut encore pêcher dans les zones éoliennes? On a vu tout à l'heure le pourcentage et les différents pourcentages sur le plateau du golfe du Lion que pourrait représenter la planification de long terme. Est-ce que vous pouvez répondre sur ces points-là? Alors, je pense euh, peut-être à la DGEC et éventuellement ou de Réal et éventuellement RTE, peut-être sur la question des câbles aussi et de la compatibilité avec la pêche. Peut-être pour commencer par les parcs éoliens, donc rappelez que donc en France, effectivement, on cherche à, comme c'était rappelé tout à l'heure, à éviter les exclusivités d'occupation de l'espace maritime. Donc on est vraiment dans la conciliation des usages. Et donc pour les activités qui pourraient être autorisées dans les parcs, que ce soit la navigation ou des activités type pêche, on doit effectivement prendre en compte les conditions de sécurité des biens et des personnes. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les activités de pêche aux arts traînants, type chalutage, paraissent compliquées à mettre en œuvre dans ces parcs éoliens compte tenu des engagements qu'il y a dans la colonne d'eau avec les lignes d'ancrage, les câbles interéoliennes, donc ça paraît compliqué. En revanche, les arts traînants pourraient, et dormants, pardon, donc c'est-à-dire mettre en place quelque chose qui ne bouge pas, pourrait s'envisager. Et à cet effet d'ailleurs, pour les fermes pilotes, les arrêtés d'autorisation prévoient la possibilité de mener des expérimentations de cette nature. Et donc, la porte est ouverte, j'allais dire, aux professionnels pour s'engager dans ces expérimentations sur les pilotes et voir d'ici à 2031, lorsqu'on mettra en service les premiers parcs commerciaux en Méditerranée, ce qui pourra être autorisé ou non dans ces espaces. Et merci beaucoup. Est-ce qu'un autre intervenant veut compléter? Monsieur Bocnet, peut-être pour RTE sur la question des câbles. Oui, puisque la proposition m'en a été faite, merci Monsieur Balland. Donc sur le raccordement, comme je l'ai indiqué dans la présentation, les câbles d'export qu'on appelle, c'est-à-dire pour se raccorder au réseau terrestre, sont ensouillés, c'est-à-dire posés dans une tranchée sous le sol marin. Alors, à deux fins. La première, c'est les mettre en sécurité pour pouvoir continuer à transiter l'électricité produite et puis éviter tout risque de croche auprès de navires et notamment de chaluts et permettre, bien entendu, de maintenir ces usages de pêche aux arts traînants au droit du câble, puisqu'on représente, si les parcs sont à des distances au-delà de 22 km, donc ça représenterait un obstacle de 22 km jusqu'à la côte. Donc, on ensouille le câble préférentiellement lorsque le sol marin le permet, ce qui est le cas généralement, majoritairement sur le golfe du Lion. Et au cas où il y avait impossibilité d'ensouiller le câble, on le protège par des enrochements ou autres protections mécaniques, mais pour certaines qui sont toujours compatibles avec la pêche aux arts traînants. Merci beaucoup, Monsieur Bocnet. Alors, il reste dans les quelques minutes qui nous restent, je tiens à vous signaler, donc nous aurons à la fin de notre échange un petit échange un peu conclusif sous la forme d'un sondage. Donc, je voudrais vraiment qu'on garde quelques minutes à la fin. Donc, il nous reste encore quelques questions à prendre, peut-être des questions un petit peu plus techniques. Alors, on va quand même commencer par cette question qui est vraiment aujourd'hui au cœur des questions qui sont posées et qui est posée à la fois à RTE et à l'État. Comment sont choisies les zones? Est-ce pertinent d'organiser la planification maritime alors que les données environnementales ne sont pas suffisamment solides? Et pour RTE, cette fois-ci, une question qui est assez proche, un peu jumelle, comment RTE choisit les zones de raccordement? Quelle prise en compte des enjeux de protection de la biodiversité? Est-ce que sur ce point, alors on a déjà évoqué tout à l'heure la question des retours d'expérience, je vous demanderai de pas forcément revenir sur ce sujet-là, mais finalement, ce que les personnes vous demandent, c'est est-ce raisonnable aujourd'hui et sur quels critères prendre des décisions de localisation. Alors, Monsieur Bonhomme, peut-être, pour être intéressant, au vu aussi de votre expérience avec la commission éolien du Conseil maritime de Fassa, peut-être de prendre la parole d'abord sur ce point? Non, 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 non. Non, d'accord.
Très bien. Alors peut-être Monsieur Autric et Monsieur Bocnel. Alors Monsieur Perrault, vous avez ouvert votre micro, pardon. Excusez-moi. Allez-y. Oui, merci, pardon. Donc, concernant la nécessité et le timing sur le fait de réaliser le travail de planification, on voit que la nécessité d'accélération du développement des énergies renouvelables fait qu'il est important donc d'anticiper dès que possible euh, ce travail de planification qui donne de la visibilité à la fois aux acteurs locaux, aux acteurs de la filière, et également qui permet, sur la base de données existantes, puisqu'il y en a déjà, comme on l'a rappelé sans que je revienne dessus sur les différents programmes en cours, d'affiner les zones. De plus, ces zones, elles ne seront pas directement des zones de projet, dans le sens où, pendant la démarche d'instruction, la démarche d'appel d'offres, il demeurera une marge d'évitement, de réduction euh, et de compensation aux futurs lauréats pour affiner encore davantage ces zones. Donc aujourd'hui, l'objectif est de prendre à la fois en compte les contraintes techniques, donc c'est sur cette base-là que l'État a fourni en particulier ces zones, les cartes types de zones propices, donc des contraintes de bathymétrie, des contraintes de navigation notamment, et puis ensuite d'affiner cela avec l'ensemble des données euh, apportées par le public. On a une question complémentaire à ça aussi, qui est comment cette planification peut de fait prendre en compte l'évolution, la mutation des territoires méditerranéens en France et notamment le dérèglement climatique à travers le recul du trait de côte et la recomposition spatiale due à ce recul. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a peut-être aussi une question pour RTE, est-ce que c'est quelque chose dans les logiques de câbles et d'atterrage et d'arrivée des câbles à terre, est-ce que c'est des choses que vous prenez en compte? Alors, bien entendu, l'évolution du trait de côte fait partie de nos indicateurs qui nous permettent de retenir, de choisir des sites d'atterrage. Mais pour revenir à votre question, en fait, il y avait deux questions. Comment RTE retient les zones? Alors, on Choisir peut ces zones, ouais, l'entendre. exactement. Alors, on retient les zones d'éolien, comme je l'ai dit dans la présentation, préférentiellement sur des sites nécessitant une consommation, enfin de se mettre à proximité d'une forte consommation électrique. C'est le cas notamment de la zone de Fos, avec toute cette décarbonation prévue et déjà lancée sur la zone industrielle ou portuaire. Donc, aller au plus proche de la consommation. Et après, on peut entendre votre question par comment on sélectionne au droit de ces parcs éoliens le tracé ou les emplacements pour les câbles de raccordement. Donc, on est relativement manœuvrant, donc on est toujours dans la logique éviter avant tout, avant même de réduire. Donc, on est dans cette logique d'évitement. Une question dans le chat était posée, comment concilier l'ensouillage des câbles et les herbiers à Posidonie? J'ai répondu un peu laconiquement, mais en évitant les herbiers à Posidonie. Donc, l'évitement, c'est sûr que le choix de ces zones de raccordement iront avant tout pour éviter ces zones extrêmement emblématiques. Et peut-être pour compléter pour la partie parc éolien, puisque finalement le raccordement se fait aussi en cohérence avec l'implantation des zones éoliennes en mer, nous en fait, on attend beaucoup du public justement qui nous aide à identifier à la fois les enjeux environnementaux qui abritent la façade, les enjeux socio-économiques, c'est-à-dire notamment les usages de transport maritime et de pêche. Et au final, à l'issue du débat et sur la base des rapports que vous pourrez produire, l'État devra prendre une décision. Cette décision, elle sera à la fois sur cette cartographie du court terme, des 10 prochaines années, et une cartographie à plus long terme. Et dans le choix des zones de développement, on intégrera à la fois la prise en compte de l'environnement avec les données qu'on connaît aujourd'hui. Effectivement, on ne connaît pas tout, mais on connaît un certain nombre de choses et on va livrer au débat une étude sur la sensibilité de l'environnement au développement de l'éolien dans le golfe du Lion. Donc c'est une étude qui devrait arriver très prochainement, dans les prochaines semaines, et qui permettra, je pense, d'alimenter les ateliers cartographiques que mettra en œuvre la commission. Et puis, on intégrera aussi les résultats d'une étude sur les activités de pêche dans le golfe du Lion. Les transports maritimes, on les connaît, puisque la plupart des grands navires sont équipés de balises qui permettent aujourd'hui de savoir où ils pratiquent le golfe du Lion. Et puis, le paysage, je l'ai dit, on a les photomontages, mais on a aussi une étude en cours pour intégrer justement cette planification de l'éolien avec les enjeux et la sensibilité de nos territoires en termes de paysage. Donc tout ça va permettre de faire des choix raisonnés. Merci, merci beaucoup. On va conclure ce temps avec des questions un peu plus techniques, mais des réponses très courtes, s'il vous plaît. Quid après ces objets qui sont des installations techniques d'une immense ampleur, après leurs 35 ans de vie,
quid lorsque cette durée s'achève? Est-ce qu'on démonte et est-ce qu'on va démonter aussi les réseaux et les câbles électriques qui les relient? Et puis une autre question technique sur l'impact des navires nécessaires pour atteindre et entretenir les éoliennes. Est-ce qu'on a aussi des mesures de ces impacts? Je pense que c'est une question, bien entendu, liée sans doute à ce changement d'échelle aussi dans le déploiement que vous envisagez. Alors, est-ce qu'on peut avoir ces deux réponses très rapides? Quid du démontage ou du démantèlement et les impacts des navires? Puis après, je vous proposerai qu'on conclue cette session. Monsieur Monnier, vous avez demandé la parole, ça me paraît logique. Merci beaucoup. Je vais aller très rapidement. D'abord sur la fin de vie des éoliennes, après les 35 ans, eh bien, comme le prévoit le cahier des charges des projets, elles sont démontées et ensuite les déchets sont traités dans les filières dûment responsables et recyclés et réutilisés. À noter que les constructeurs d'éoliennes ont mis sur le marché des pales, des technologies de pales 100% recyclables avec des nouvelles technologies. Donc, ce sera le cas pour ces parcs-là. Donc, de ce point de vue-là, c'est un grand progrès. Je crois que c'est une question qui avait été posée tout à l'heure. Et il y a une remise en état, y compris au niveau des câbles. La seule exception est si le préfet juge que d'après l'étude d'impact sur le démantèlement qui est faite à la fin, il convient plutôt de laisser certaines infrastructures parce que ça endommagerait moins la biodiversité qu'il y a sur place après 35 ans de vie. Dans ce cas-là, des infrastructures peuvent être laissées. D'accord. Et ensuite, sur les navires, bien écoutez, il y a la maintenance prédictive, préventive et curative. Tout ça est très organisé et calculé par l'opérateur. Et donc, il y a une rationalisation des moyens nautiques pour se rendre sur les éoliennes et pour réduire justement les interventions. À noter que les éoliennes sont en général disponibles entre 95 et 99% du temps. Voilà, c'est difficile de dire le nombre de navires parce que ça dépend du nombre d'éoliennes et du plan du porteur de projet. Et il y a aussi des interventions par hélicoptère lorsque c'est plus urgent et lorsque la mer ne permet pas d'intervenir sur site. Voilà pour quelques éléments de Merci. réponse. Merci beaucoup. Une dernière question qui a été reposée à plusieurs reprises dans le chat et qui concernait la possibilité à long terme d'installer les éoliennes au-delà du plateau continental du golfe du Lion, dans des fonds plus profonds. Donc là, c'est mentionné par Madame Taupier-Letage à des horizons à 2000-3000 mètres de profondeur. Est-ce qu'à l'horizon 2050, c'est une possibilité? Alors, je repose cette question parce qu'elle va être importante dans la perspective du sondage qui nous attend juste après. Nous allons déborder un tout petit peu la fin de la réunion. Je suis vraiment désolé, mais je vous demanderai de rester encore quelques minutes. On terminera autour de 20h05. Est-ce que sur ce point-là, qui avait déjà été d'ailleurs soulevé lors du débat public en 2021, sur l'intérêt en tout cas d'étudier la possibilité d'installer des éoliennes sur des fonds plus profonds? Monsieur Autric, une réponse rapide ou Monsieur Perrault? Ce qu'on peut dire, c'est que l'idée de pouvoir implanter des parcs éoliens au-delà du plateau continental, ça veut dire qu'on va mettre des éoliennes flottantes, donc il faudrait pouvoir les ancrer au fond marin, donc sur des profondeurs que vous avez rappelées, mais il faudra surtout être en capacité d'exporter l'électricité de ces éoliennes vers la côte. L'idée étant de pouvoir effectivement d'injecter la puissance produite sur le réseau. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de technologie qui permette de pouvoir ramener l'électricité avec des câbles qui seraient amenés à franchir ces canyons, dont on a vu tout à l'heure que c'était des hotspots de la biodiversité, je crois que ça a été rappelé par un de nos intervenants, et qui sont aussi avec des pentes très abruptes. Donc c'est pour ça que sur le débat précédent, on avait dit qu'il y avait ces difficultés-là, et aujourd'hui, il n'a pas été identifié de solution qui permettrait de pouvoir se projeter au-delà du plateau continental. Merci beaucoup pour l'ensemble de vos réponses très éclairantes. Je vous propose d'avoir une petite séance conclusive. La conclusion, c'est pas nous, la CPDP, la commission du débat, qui allons la faire, mais c'est vous, de façon collective, avec un exercice, alors qui se veut pas plus qu'un exercice. Ça s'appelle un sondage parce que c'est comme ça que ça s'appelle sur Zoom. Mais on voudrait savoir si à l'issue de ces échanges, vous souhaitez et vous pouvez faire prendre une position, entre guillemets, ou en tout cas un souhait, émettre un souhait sur le volume, justement, de ce déploiement à long terme sur de l'éolien marin en Méditerranée. Vous avez donc, alors je vous demande vraiment de ne pas répondre tout de suite, mais de bien vouloir prendre quelques instants pour regarder le questionnaire qui est sous vos yeux. On va
le nombre de personnes qui répondent l'un ou l'autre, c'est pas forcément le plus important, c'est plutôt vous aider et vous proposer de vous situer sur cette question. Alors, la question, elle est relativement simple. On se passe vraiment à l'horizon en 2050. On vient d'entendre, Monsieur Autry, que à cet horizon-là, il était peu probable que des parcs éoliens aillent au-delà des canyons et donc au-delà du plateau continental du golfe du Lion et du golfe de Fos. Et donc, sur cet espace qu'on a largement décrit, mesuré dans ses surfaces, etc., sur cet espace, combien selon vous de puissance il serait intéressant d'installer avec évidemment du coup un rapport qui vous est proposé là, des approximations, hein, des fourchettes d'un nombre d'éoliens et d'un nombre de parcs liés à une moyenne de 18 mégawatts par éolienne, c'est ça qu'on a utilisé pour faire le compte, et avec un nombre de parcs qui peut être fluctuant bien entendu en fonction de la taille de chacun de ces parcs. Donc vous avez six propositions. La première consistant à dire je ne souhaite pas qu'il y ait aucun parc éolien commercial en Méditerranée. Donc les fermes pilotes déjà en cours de construction, pourquoi pas, mais pas de nouveaux parcs, donc y compris les deux parcs qui sont aujourd'hui prévus et décidés par l'État. La deuxième proposition, c'est que ces deux parcs prévus par l'État, OK, mais je souhaite que ça s'arrête là. Ça représente environ 85 éoliennes réparties sur deux parcs. Alors, c'est environ, hein, comme vous l'avez compris, c'est vraiment des hypothèses pour donner un chiffre qui vous donne un peu une idée, un ordre de grandeur, mais bien entendu, ça, c'est pas précis puisque c'est loin d'être encore décidé. Ensuite, la troisième option, pardon, de se situer dans un déploiement, mais relativement modeste, entre 1,5 et 4 gigawatts. 4 gigawatts, c'est l'hypothèse basse que l'État a présentée tout à l'heure. Et donc, ça représente à peu près entre 85 et 220 éoliennes environ, qui seraient réparties sur 2 à 4 parcs. Là aussi, hein, la répartition va dépendre de la taille de chacun des parcs, la puissance de chacun des parcs. Donc, on est forcément sur des fourchettes et des approximations. Quatrième option, se situer entre 4 et 7,5, donc et très précisément dans la fourchette que propose l'État, qui vous semble pertinente, intéressante. Voilà aussi un nombre d'éoliennes qui sont évaluées de cette hypothèse-là, réparties sur 4 à 8 parcs. Alors, 4 parcs si les parcs sont plus importants, et 8 parcs, c'est vraiment l'hypothèse où on n'est que sur des parcs de 1,1 gigawatt, telle que donc la version plus petite des parcs envisagés par l'État, d'où ce chiffre maximum. Et puis enfin, est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus loin, qu'il faut déployer de l'éolien à une plus grande ampleur pour répondre aux besoins énergétiques et à la question, aux trajectoires énergétiques et de décarbonation qui ont été évoquées jusqu'ici? Donc aller au-delà des 7,5 gigawatts, qui est le maximum proposé par l'État, soit au-delà de 420 éoliennes, alors qui seraient réparties sur au moins 5 parcs. Là aussi, ça dépend bien entendu de la taille des parcs. Et puis, vous avez bien le droit, bien entendu, de ne pas avoir d'avis pour le moment ou de ne pas vouloir vous exprimer. Donc, bien entendu, vous êtes libre de choisir cette sixième solution. Voilà, je vous propose de répondre à ce petit sondage et puis ensuite, je redonnerai la parole à ceux qui le souhaitent très brièvement pour nous expliquer les raisons, tout simplement, de leur expression, de leur réponse. Je vous donne quelques instants, le temps que la régie recueille. Alors, vous avez le droit de réfléchir un peu, hein, c'est forcément complexe. Et c'est vraiment l'idée de à chaud de vous faire une opinion, en sachant que, bien entendu, ça ne vous engage pas ce soir, c'est purement un exercice euh, pour, euh, pour quelque part prendre ou essayer de prendre position. Et vous avez jusqu'au 26 avril, dans tous les cas, pour continuer la réflexion et aller vers peut-être des avis plus éclairés et plus approfondis, puisqu'il y a d'autres réunions sur l'éolien qui vont durer. Donc j'attends encore quelques instants que vous puissiez répondre. Et j'attends que la régie nous dise dans quelques instants à peu près à combien de réponses on est. On est à 73% de participants. Ça me paraît déjà très bien. Je vous propose voilà, quelques secondes encore pour les derniers qui n'auraient pas encore répondu. Puis on va découvrir ensemble. Alors ce n'est c'est vraiment, je le redis, c'est pas un sondage, c'est pas un référendum d'aucune manière. Est-ce qu'on peut avoir du coup le résultat, s'il vous plaît?
Suspense, digne d'un scrutin présidentiel. Il est 20h02 d'ailleurs, 20h03, c'est tout à fait l'heure habituelle de ce type de suspense. Est-ce que vous arrivez à nous produire le résultat? Alors, normalement, le partage est affiché. Oui, on peut le voir, nous, participants, on peut voir les résultats. Alors, c'est moi qui ne les ai pas. Peut-être qu'il faut que vous me On va te donner, ouais, on va te. désépinglez. Moi, je ne le vois toujours pas, mais je vais peut-être donner la parole à mes collègues de la commission. Si, Ah, ça y est, je l'ai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on va pas analyser longuement le résultat, c'est pas l'objet, mais on voit qu'effectivement, il y a une part importante, mais pas majoritaire, qui choisit plutôt l'option présentée et proposée par l'État. Et puis un certain nombre de personnes, non négligeables quand même, qui souhaitent soit rien, soit moins, en tout cas, et aussi quelques personnes qui souhaitent plus. Je vais proposer, de façon tout à fait arbitraire, de donner la parole à une personne qui souhaiterait. Alors peut-être c'est Monsieur Ruiz, mais je vous donne la parole seulement voilà, pour vous nous expliquer en quelques mots. Je vous demandais de parler en une trentaine de secondes à peu près sur les raisons de votre réponse. Est-ce que Monsieur Ruiz, c'était là-dessus que vous vouliez prendre la parole? Non, en fait, Ah, très objectivement, nous avons été au plus haut de cette réunion, à 130 ou 140 participants. Si oui. on enlève les personnes qui sont impliquées dans ce débat, je trouve que c'est assez peu. Et est-ce que vous ne pensez pas, vous, Commission nationale du débat public, que finalement, le public semble assez désintéressé parce que vous communiquez bien et beaucoup. Enfin, j'en suis le premier témoin parce que je suis journaliste. C'est la raison pour laquelle je ne participe pas au sondage, même si ma conviction est faite. Mais euh, objectivement, j'ai la sensation qu'en dehors des personnes qui sont militantes en faveur ou en défaveur, on n'a pas la sensation que ça génère quelque chose Alors, je vous d'énorme propose, en termes Monsieur Ruiz, d'implication sur le débat public. Voilà. C'est juste je une vous remarque, propose, une ouais, question. merci beaucoup. Et parce que Je vous propose vous avez un recul, de vous répondre dans vous la avez, conclusion qu'on fera à la réunion dans excusez-moi, quelques instants, si ça vous convient. excusez-moi, parce que en fait, vous avez un recul sur des débats publics Tout précédents. à fait. C'est pour ça que Donc, je vous pour avoir répondrai une tout à l'heure. Je vous répondrai tout à l'heure à l'issue vraiment par un mot de conclusion, si ça vous convient. je vous Monsieur Oulance, vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelle solution vous avez choisi et puis pour quelles raisons en quelques secondes, vraiment, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Balland, j'ai simplement voté zéro, évidemment. Moi, je voudrais juste recaler un petit peu les proportions entre ce que Monsieur Ladréal avait dit tout à l'heure, entre le danger climatique si on laisse le carbone fonctionner et les dangers climatiques et de la biodiversité si on pose les éoliennes. Il faut bien se rendre compte que si on met des éoliennes, ça impacte aussi les végétaux qui fournissent bien plus que les végétaux marins, je veux parler bien plus que les forêts tropicales, l'oxygène dont on a besoin et qui stocke le carbone dont on a besoin. Donc il faut refaire une proportion pour les débats suivants sur la quantité de carbone stocké qui ne sera plus à cause de la pollution sonore notamment et qui a été prouvée par un bioacousticien. Voilà, je n'irai Merci. pas plus loin. Merci, Merci. Monsieur Oulance. Merci pour votre concision. Donc, voilà, merci d'avoir explicité votre réponse. Donner la parole à Madame Arditi, si vous voulez bien, même exercice, Madame Arditi, en quelques mots, nous expliquer les raisons, Oui, les arguments qui vous ont poussé à choisir l'une ou l'autre des réponses, s'il vous plaît. eh bien, moi j'ai choisi de faire entre 1,5 et 4 gigawatts en plus. C'est-à-dire qu'en gros, on ne voulait pas s'arrêter, FNE ne veut pas s'arrêter, on n'en fait plus, même quand on aura fait les deux de 750. Par contre, j'ai d'emblée dit que ce que proposait l'État était beaucoup trop élevé.
Donc, du coup, il n'y avait pas tellement de choix entre pas l'État et quand même en faire un peu. Ben, j'avais un seul choix, c'était celui qui était proposé en position 2. Merci beaucoup, Madame Arditi, pour votre contribution. Donc, on a déjà deux personnes qui sont exprimées sur deux options. Monsieur Monnier, est-ce que vous voulez nous partager votre choix et les raisons de votre choix en quelques mots? Oui, merci de me redonner la parole. Alors, moi, j'ai mis plus de 7,5 gigawatts, donc c'est une proposition minoritaire. Tout ça pour lancer la dynamique, couvrir les besoins énergétiques croissants. Et de toute façon, c'est une option qui est sans regret puisque l'idée est vraiment de lancer la dynamique industrielle. Et de toute façon, les trajectoires peuvent être modifiées en cours de route. En revanche, si on ne lance pas une dynamique industrielle suffisamment importante, il y a quand même peu de chances que tout cela se concrétise dans nos ports et au niveau du bassin méditerranéen. Et c'est aussi les révisions des trajectoires intermédiaires qui nous permettront de prendre en compte les retours sur expériences environnementaux, comme on l'a fait sur l'éolien en mer posé depuis 20 ans. Voilà pour mon choix. Merci beaucoup, Monsieur Monnier. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je vois pas d'autres mains levées, d'autres personnes qui souhaitent expliciter leur choix. Donc là, en priorité, peut-être celles ou ceux qui ont choisi 1,5, c'est-à-dire en gros d'arrêter après les deux premiers parcs commerciaux, ou bien ceux qui ont choisi l'option proposée par l'État entre 4 et 7,5. Madame Négré, s'il vous plaît. Oui, bon, oui, merci. Par contre, j'ai voté la première réponse, hein, donc 0. D'accord. Et je suis très gênée parce qu'au début de la présentation, on nous a présenté la stratégie éolienne comme faisant partie d'une stratégie globale par rapport à la question énergétique dans notre pays. Et la diminution de la consommation énergétique faisait partie de ce pack qui comptait aussi donc la stratégie éolienne. Et là, Monsieur Mounier vient de s'exprimer, il l'a déjà fait tout à l'heure dans le même sens. Il parle, lui, d'augmentation des besoins en énergie. Donc, voilà, ça me met... c'est quelque chose qui me met en colère parce que moi, je sens bien que sur ce type de projet, pour moi, on est sur de l'incohérence. Et voilà, qu'il n'y ait pas accord sur ce qui est dit en termes de besoins énergétiques sur le futur, le prouve. Et plus on va produire d'énergie, plus on va pousser les gens à consommer de l'énergie. Donc, c'est la question de l'offre avant la demande. Donc, enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose pour moi qui Merci. est incohérent. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre réaction. Et une dernière personne, Madame Élise L. Alors, j'ai pas votre nom de famille. Si vous voulez bien prendre la parole également, peut-être mettre votre caméra si c'est possible. Je ne sais pas si techniquement vous le pouvez. Et pareil, nous expliciter les raisons de votre choix. Oui, merci. J'ai choisi pour ma part la solution entre donc avancée par l'État, donc inférieure à 7,5 gigawatts, principalement pour, bah, comme l'a dit le représentant de France Renouvelable, pour aussi lancer la filière, même s'il y a des points de vigilance et que j'hésitais entre 4 et 6. Enfin voilà, clairement, le 7,5 paraissait assez disproportionné en l'état et compte tenu du fait qu'on doit aussi réduire notre consommation d'énergie en priorité. Et c'est pour ça que je pense que ces projets éoliens, de par leur dimension et de par les retombées économiques qu'ils pourront faire ruisseler sur les territoires, auront un rôle aussi peut-être pour accompagner les rénovations massives énergétiques dont ces collectivités-là ont cruellement besoin. Voilà, dans cette logique-là, d'essayer de toucher également la partie efficacité énergétique des territoires concernés par ces parcs éoliens et en se servant aussi des outils qui existent, et des facilitateurs et facilitatrices de ces territoires pour faire progresser les sujets de réduction des consommations d'énergie, de prendre le sujet de manière globale finalement et de profiter de cette opportunité-là pour pouvoir embarquer un peu les citoyens. Voilà. Merci. Merci beaucoup aussi de votre concision et de votre clarté. On arrive à la fin de notre échange. Monsieur Autric, vous avez demandé la parole. Je vais vous demander d'être faire très très court. Et puis je ferai une conclusion très brève, notamment en réponse à Monsieur Ruiz. Oui, je vous remercie, Monsieur Ballin. Alors effectivement, c'était pour répondre à Madame Négré. Il est très clair que ce qu'on a présenté s'inscrit complètement dans la baisse de nos consommations d'énergie, puisqu'il s'agira de réduire presque de moitié celle-ci. Mais en parallèle, il va falloir électrifier les usages, électrifier l'économie, et il faut augmenter la production électrique. Donc effectivement, Monsieur Monnier, qui marchait dans la rue, comme vous l'avez vu, a utilisé le mot produire plus d'énergie. Il voulait dire
plus d'électricité, puisque c'est bien l'objectif, c'est produire plus d'électricité, mais consommer moins d'énergie en parallèle. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous remercie d'avoir tenté cet exercice. Il me semble que les personnes qui sont intervenues ont montré que leur choix était fondé sur des arguments et des visions, et c'est très intéressant de pouvoir les entendre. On espère que malgré l'ampleur et la complexité du sujet, vous avez pu à la fois apprendre des choses et avancer sur votre positionnement sur le sujet du déploiement de l'éolien en mer Méditerranée. Un tout petit mot du coup à l'intention de Monsieur Ruiz et à votre intention à tous. Effectivement, nous étions 140 tout à l'heure et un peu plus de 240 inscrits sur l'ensemble du webinaire. Nous avons choisi une modalité qui permet effectivement à tous, où que vous soyez sur la façade Méditerranée, voire même ailleurs, de pouvoir vous connecter. On a beaucoup aussi été dans les médias pour que les personnes puissent s'inscrire. Il reste que effectivement un webinaire en fin de journée, en semaine, quand on est juste citoyen et qu'on se sent concerné un petit peu de loin, c'est pas forcément évident. Le débat public n'est pas terminé, donc Monsieur Ruiz, je vous invite vraiment à continuer à suivre, et je sais que vous le faites, l'ensemble des réunions. Nous aurons des réunions plus locales à Perpignan. Sachez que le sujet de l'éolien, lorsqu'on fait des réunions un peu partout sur la façade, est un sujet qui anime beaucoup de personnes et nous recueillons l'ensemble de ces avis. Et je peux même vous dire en Corse, alors qu'en Corse, il n'y a pas d'éolien prévu a priori dans le cadre de cette révision du DSF. On a eu des réunions en Corse où on a parlé beaucoup des questions d'éoliennes. Donc au total, j'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas trop de l'affluence à ce webinaire qui est un outil qui permet simplement d'aller un peu au fond des sujets un petit peu techniques. On espère que ça a été réussi de ce point de vue-là. Mais bien entendu, ce n'est pas du tout la totalité de l'ensemble des personnes qui se seront exprimées sur l'éolien à la fin du débat. On a plusieurs rendez-vous, donc à Perpignan, à Port-la-Nouvelle, très rapidement, sans doute dans pas mal de collectivités locales de tout le bassin, probablement beaucoup en Occitanie. Et donc voilà, on vous invite à continuer à suivre le débat. Et petit à petit, un débat c'est long, mais petit à petit, les arguments s'affinent, les positions s'affinent, et on est convaincu qu'à la fin, toutes les personnes qui se sentent concernées auront pu s'exprimer. En tout cas, c'est à cela que nous travaillons. Un grand merci à vous toutes et à tous, et encore nous toutes excuses pour ce petit retard de 15 minutes. Mais on vous souhaite une très bonne fin de soirée et on vous dit à très bientôt en ligne le 20 février pour le webinaire national sur la question de l'éolien. Je pense que ça vous intéressera de le poursuivre et de comparer avec les autres façades, mais également dans l'ensemble des rendez-vous plus locaux sur la façade Méditerranée qui vont suivre, et très bientôt à Perpignan, puis à Ajaccio, puis à Nice. Un grand merci à vous, une bonne fin de soirée, au revoir.